Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Je ne vais pas répéter la petite liste de toutes les personnes que je dois dire bonsoir ce soir. Je vais tout de suite commencer parce que je pense que vous avez très envie de découvrir les différents projets. La constellation de cet espace ce soir, je le trouve extrêmement riche. Cette constellation, je pense que Philippe et Lisa en sont partie responsables, nous permet d'avoir une forme de domesticité. On se sent presque chez nous, presque à l'aise, tellement à l'aise pour pouvoir peut-être parler de projets. Projet d'architecture, projet d'une école d'architecture. Ce soir, autour de moi, les architectes et pour la plupart d'entre vous aussi enseignants, vous avez tous participé à ce concours pour la faculté d'architecture de l'Université de Liège. Comme se le doit dans un concours, il y a un lauréat. Mais nous, ça nous intéresse ce soir de parler justement des différents points de vue, des différentes positions que chacun des projets ont pris. Et je vous invite aussi à nous parler de ça ce soir. En préparation pour cette soirée, j'ai demandé aux différentes constellations qui sont représentées ici, de nous introduire dans leurs projets. En gros, ils vont nous faire des petites présentations d'une dizaine de minutes, ce qui nous laisse normalement assez de temps pour échanger entre nous et échanger avec vous. Alors, quand moi j'ai regardé les projets en amont de cette soirée, il me semblait qu'il y avait 3 thèmes qui étaient à chaque fois récurrents dans les projets, mais qui étaient bien différentes dans la manière comment vous avez tous pris position par rapport à ces thèmes. Et je vous ai demandé un peu de les adresser dans les présentations. Si ce n'est pas le cas, on va les adresser ce soir dans la conversation. Thème numéro 1. Comment adresser finalement ce site avec cette histoire qui est longue, qui est complexe, qui est intéressante, ou autrement dit, comment finalement se positionner vis-à-vis d'un déjà là. Est-ce qu'on reste en retrait? Est-ce qu'on se manifeste? Comment finalement votre projet a pris position vis-à-vis de ce site? 2. Comment adresser le rapport avec le programme qui était imposé? Et notamment, bien évidemment, traduire, même spatialiser la question de la pédagogie de l'architecture. Et 3. Comment adresser finalement cette question de la construction, de la logique constructive? Est-ce que c'est en termes de choix de ressources, de matériaux, de techniques spécifiques ou encore de modes constructifs que vous avez proposés? Ça, c'est un peu les 3 grands thèmes que moi j'ai découverts dans chacun de vos projets. J'invite Steven à prendre la parole. Je vais introduire chacune des agences. Peut-être quelqu'un peut vite donner ça à Steven ou je vais devoir le... Alors, Steven Bosmans représente la première constellation qui va vous parler de ce soir du premier projet. Altstadt et Karamukkuo. Altstadt est la collaboration de Steven Bosmans et Jan de Moffaerts. JDMA était fondé par Jan de Moffaerts en 2016 pour le projet de la restauration des gares maritimes sur le site de Tour et Taxi à Bruxelles. Et depuis 2018, Steven a rejoint cette agence. Steven est un des anciens qui a travaillé pendant très très longtemps chez Office Kerstingeers David van Severen. L'agence est basée à Bruxelles. Karamukkuo est créé en 2010 par Jeannette Kuo et Omal Karamuk. Ils sont basés à Zurich et vous avez travaillé ensemble pour ce concours. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces constellations, et c'est le cas ici de Jeannette Kuo, combinent une pratique d'architecte avec une pratique d'enseignante. Et donc, elle, notamment à Harvard, où elle enseigne à l'heure actuelle. Alors, Steven, la parole est à toi. Ja, ça marche. Merci, Véronique. Aussi, merci pour ce fauteuil très confortable. Donc, on va commencer avec thème numéro 1. Plateau sur cours, notre projet. Peut-être un petit mot sur notre pratique. Donc, on est une pratique qui est spécialisée dans l'héritage, donc le patrimoine. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas tellement la préservation physique, ou pas seulement, mais c'est surtout de garder en vie le patrimoine. Et cela dans un milieu, au milieu d'un tissu urbain comme celui à Liège, demande souvent des grandes adaptations. Les nouveaux ajouts au patrimoine, ils ne doivent pas nécessairement prendre un rôle subordonné. Plutôt, ils doivent être eux-mêmes, ils doivent avoir une identité très forte, de sorte que l'ensemble devienne lisible comme une composition des interventions.
qui se renforcent mutuellement. Quand on a visité le site pour la première fois, c'est la qualité, bien sûr, de cette Hortus conclusus qui nous a frappé directement. Allez, c'est une qualité et c'est en même temps un défaut, on peut dire. Les espaces extérieurs, à ce moment, sont très peu activés par les bâtiments autour. Donc, et c'est surtout le cas pour cette cour centrale, on a trouvé. Donc on a fait un peu de cette cour l'élément de clé dans notre projet. Ce qu'on a fait, c'est de concentrer le programme dans deux pôles différents aux extrémités de la cour. Un, le bâtiment des ateliers en bas et un bâtiment de bibliothèque, le Learning Center en haut. Donc ce que ça fait, c'est ça étire cette cour et l'active avec les activités à l'intérieur. Les nouveaux bâtiments, de leur part, sont comme une extension de cette cour. Plutôt que des boîtes fermées, ils fonctionnent comme des plateaux qui se développent sur la hauteur. Un empilement des plateformes. Pour relever ce défi, nous avons fait des choix radicaux dans le traitement des bâtiments existants et comment on voit le statut des ajouts. Les interventions sont comme des plateaux, ce ne sont pas des simples annexes à côté de l'existant, ils complètement changent leur statut. Dans le cas du bâtiment des ateliers, qu'on voit ici dans des esquisses qu'on a fait pendant le processus, on ajoute un nouveau plancher pour connecter les volumes existants. Au lieu de deux ailes séparées, un grand espace ouvert continue à créer. Même qu'on garde les bâtiments existants presque intacts, leur logique est complètement transformée. Pour la bibliothèque, c'était un peu plus délicat. On a investigué c'était quoi exactement la valeur de cette construction à ce moment et dans une futur réaménagement. Sur base de cette analyse, on a décidé de garder seulement le rez-de-chaussée de la bibliothèque et de faire une nouvelle enveloppe des plateaux autour. Comme ça, la structure existante, il garde un rôle qui est un peu spécifique, presque comme une capsule ou un coffre-fort dans ce nouvel bâtiment. Donc, les deux bâtiments montrent deux types d'extensions. L'un, c'est un ensemble de terrasses connectées et l'autre, c'est une nouvelle enveloppe surdimensionnée. Mais tous les deux changent la logique et le fonctionnement de l'existant. Pour la thème 2, une question centrale dans cette contour était aussi la suivante, c'est évident, mais que devrait offrir un bâtiment pour l'enseignement d'architecture? Donc, l'enseignement de l'architecture, ce n'est pas juste la transmission des connaissances, des modèles, des systématiques. Il s'agit plutôt de faire comprendre qu'il y a une certaine complexité, qu'il n'y a pas seulement une réponse à une question, mais qu'il y a une multitude de choix et de chemins possibles, chacun pouvant mener à un projet convaincant. L'enseignement consiste à donner à l'élève les moyens pour manœuvrer dans cette labyrinthe. Et le seul moyen, selon moi, de sortir, c'est de pouvoir prendre une position claire et puis de le développer avec persévérance et de confiance. On est forcé à prendre position, au sens propre comme au sens figuré. Et dans ce processus, les échanges informels sont aussi importants que l'apprentissage formel. C'est important que l'élève est confronté ou qu'il voit qu'il est confronté avec les activités et les positions des autres. Et l'infrastructure d'une école doit permettre surtout et provoquer cette confrontation. L'infrastructure même reste en arrière-plan. Il ne définit que le terrain de jeu.
C'est pourquoi dans notre proposition, les ateliers ont plutôt la valeur des plateformes vides qu'un réel arrangement spatial ou formel. Ce sont des parcelles vierges qui n'imposent pas d'organisation spécifique et très peu de limites, horizontaux ni verticaux, donc une infrastructure ouverte. Ce sont des champs où les élèves développent leur travail, mais aussi le montrent à la fois aux enseignants, aux collègues, et les ailes du bâtiment existant. En complément de cela, ils forment des espaces presque intimes qui conviennent pour des collaborations intensives et des cours de projet. Les étages de 5 mètres d'auteur, ils font aussi partie de cette pensée. Ils donnent de lumière abondante, mais ils permettent aussi au bâtiment d'évoluer en permanence, avec des structures ajoutées de façon permanente ou temporaire sur 1 ou 2 étages. Le bâtiment des ateliers est donc une structure appropriable pour différentes générations de professeurs et d'étudiants. C'est aux usagers de trouver une manière de l'utiliser qui leur convient. Dans cette recherche continue, le bâtiment même ne devrait pas imposer des conclusions. Concernant la matérialité, on pourrait dire que la performance d'un bâtiment, c'est le rapport entre ce qu'il offre en termes de fonctionnalité, durabilité, etc., et les moyens investis en termes d'argent, de l'énergie, des matières premières. Et dans ce projet, il est clairement énoncé que chaque choix devrait être fait en fonction du budget. Notre proposition, dans son ensemble, est la combinaison délicate de tous ces paramètres. Programme, économie, durabilité. Nous devions être aussi rationnels que possible. C'est pourquoi que nous avons décidé de travailler avec un système de constructif hybride où chaque matériau est utilisé selon sa performance optimale. Le rythme de la structure était défini en fonction d'avoir une surface utilisable optimale et d'avoir une répartition idéale des forces. Les poteaux, les planchers, ils sont en béton. À part d'être un choix économique, cela permet d'apporter de la masse et de pouvoir mettre en place un système de dalles actives. Les planchers chauffent par le haut et ils refroidissent par le bas. C'est le plus efficace comme ça. Ils éliminent la nécessité d'avoir plusieurs couches, construction, isolation, finition, mais les réunit en un seul élément massif. Des grandes surfaces filtrées répondent aux besoins d'apporter de la lumière et les systèmes de brise-soleil sont là pour interagir avec les conditions externes. Dans le cas des poutres qui réalisent des grandes portées, le bois est préférable, qui a une empreinte écologique beaucoup plus faible que le béton. Le dessin des poutres est une traduction directe de la répartition des forces internes, ce qui permet une utilisation optimale des matériaux. Le bâtiment est donc très honnête. Il n'y a pas plus que nécessaire. Chaque élément est présenté à nu, donc sans revêtement, et montre immédiatement sa matérialité et son agrégation. Les plateformes sont à la fois la structure et le plafond et le sol fini. Et le dessin des poutres est la traduction directe des forces. Donc ce qu'on voit, c'est la réalité constructive. Et en ce sens, le bâtiment est également pédagogique. Merci Steven, tu regardes très sévèrement. C'était la fin de ta présentation. Je suis très concentré. D'accord. Merci beaucoup d'avoir fait ça en français en plus. C'était pas si simple. Tu m'avais dit de parler devant une grande salle comme ça en français. Je pense que c'était super. Si j'ai bien compris le projet, vous choisissez quand même une identité forte autour de ces cours en disposant 2 bâtiments sur le site. D'autres choisissent plutôt pour un bâtiment, vous faites plutôt 2. Dans l'idée de créer aussi une confrontation dans les espaces où les étudiants vont être là, parce que c'est ça peut-être qui est intéressant au niveau de la spatialisation, traduction de la pédagogie en espace, et en choisissant aussi des modes constructifs
qui sont tout de suite là pour témoigner de la manière comment vous avez imaginé enseigner aussi l'architecture, si j'ai bien résumé. On passe la parole à Adrien. Adrien qui va nous parler du projet qu'il a élaboré ensemble avec Doorzone. Je vais vite vous introduire si je trouve mes notes. Voilà. Adrien, nous on se connaît depuis pas mal de temps, mais j'ai quand même dû faire quelques petites recherches pour être sûr sur les dates. Agence basée à Bruxelles depuis 2010 et depuis 2017 maintenant aussi à Lausanne, fondée par Adrien Verschuur, l'agence Baukunst. Un focus dans le travail qu'on a pu voir aussi dans l'exposition que vous avez organisée aux Beaux-Arts, qui croise art, architecture et technologie. Une croyance aussi que là, il y a peut-être des réponses possibles vis-à-vis de la question de l'architecture dans des temps qui sont en transition. Et depuis 2019, tu es aussi professeur invité à l'EPFL à Lausanne, où tu croises justement la pratique avec l'enseignement que tu fais dans les ateliers. La parole est à toi. Ah non, pardon, il faut que j'introduise Doorzone. Oui. Parce que vous avez travaillé aussi avec Doorzone, des architectes intérieurs qui ont fondé une agence en 2005, Stéphanie Ivrard et Caroline Latteur. Des projets qui initialement étaient peut-être des projets plutôt de l'échelle domestique, mais qui ont glissé vers des commandes aussi pour des équipements publics. Et depuis cette année, Doorzone également enseigne à l'EPFL à Lausanne, où ils organisent un atelier de projet. Voilà, à toi. Merci Véronique. Est-ce que ça va fonctionner maintenant? Il faut viser. Ah oui. Ouais. Je vais peut-être me lever comme ça, je peux voir ce que je vous montre. Merci pour l'invitation. C'est un exercice qui est assez intéressant, qui est assez inédit, je pense, de pouvoir a posteriori montrer ce qu'on a fait, découvrir aussi les travaux des autres, puisqu'en fait on les connaît pas encore. Assez intéressant. Donc je vais essayer de tenir le temps militaire. Donc voilà, peut-être pour partir du contexte, évidemment on était frappé par la cohérence urbaine et architecturale du site, son organisation, et assez rapidement on s'est dit que ce site possédait en fait énormément de qualités déjà. Ce qui nous intéressait, c'est à la fois cette question très rationnelle, une architecture extrêmement pragmatique, rationnelle, mais qui permet aussi de créer dans sa forme urbaine en fait des conditions spatiales assez différentes, avec des systèmes de cours, de parvis, de traverses presque paysagers d'une certaine façon. Évidemment, il y a ces bâtiments, mais nous, ce qui nous fascinait, en tout cas ce qui nous intéressait principalement, c'est, avant de regarder les éléments architecturaux, c'est de pouvoir travailler sur l'espace public, sachant que dans une école d'architecture, et qui plus est en fait sur le campus, ces espaces extérieurs informels sont essentiels en fait pour on va dire une forme de transmission un peu informelle de connaissances. Donc ce qui nous intéressait, c'est de pouvoir se dire, on va d'abord libérer de façon assez simple et assez logique l'ensemble des voitures du site, de travailler finalement sur la continuité des sols, un maximum, de pouvoir aussi redensifier au niveau du paysage et au niveau de la porosité des sols, en fait, de faire un travail paysager comme ça qui vient soutenir cette valeur-là. Et puis on était face finalement à cette un peu équation complexe, c'est que par rapport aux masses bâties, la position qu'on souhaitait prendre, c'est finalement de faire presque rien, sachant qu'on avait une structure sur le site qui était déjà très très forte, et sachant d'un autre côté qu'on avait un programme qui est souvent au moment des concours très ambitieux, de temps en temps il se réduit, et un budget aussi qui était aussi relativement réduit par rapport aux ambitions programmatiques. Ce qui était aussi intéressant dans la procédure de concours, qui est un peu inédit aussi, c'est qu'on nous demandait de réfléchir à la fois sur une forme de master plan, donc un master plan un peu programmatique, qui nous laissait la possibilité de réaffecter une série de bâtiments, et sur une proposition architecturale. Donc on a travaillé énormément en fait sur un petit peu ce juste positionnement des différentes fonctions les unes avec les autres. Je ne vais pas rentrer ici trop dans le détail, pour de nouveau essayer de faire en sorte d'utiliser un maximum de mètres carrés qui existent, construire un minimum et construire de nouveau en adéquation avec cette structure urbaine, cette structure de caserne qui nous semblait très très forte.
Donc, on va dire dans la grande idée, c'était de pouvoir se dire, on vient réaffecter une série de bâtiments principalement pour l'administration, donc côté, on va dire côté gauche quand on rentre. Donc ça nous permettait de retrouver une série de classes et tous les locaux qui étaient liés finalement à l'administration du site. Et puis de se concentrer, comme d'autres candidats l'ont fait aussi, sur ces deux bâtiments qui nous paraissaient être porteurs de potentiel dans à la fois les mètres carrés qu'on devait construire et puis aussi cette réinterprétation de l'histoire qu'on pourrait en offrir. Donc ce qu'on a proposé, c'est de pouvoir venir concentrer les efforts sur quelques interventions, de travailler finalement plutôt comme on le voit en haut à droite sur un édifice qui viendrait un petit peu relier les deux autres édifices principaux. Ce qu'on souhaitait faire, c'est de garder en fait le vide de la cour. Je pense que ça fait la différence de certaines équipes. De en fait proposer une continuité de sol, de sorte que un des espaces principaux qui est situé au rez-de-chaussée, on va dire, qui était l'atelier fer, puisse être en réelle connexion, interface avec l'espace public. Alors ici, on voit malheureusement pas très bien, mais l'idée c'était aussi, en regardant un peu plus précisément comment fonctionnaient ces deux bâtiments, c'est qu'on s'aperçoit qu'ils sont très militaires évidemment, qui sont très rationnels et qui nous permettaient de conserver toutes les circulations existantes et pouvoir les rescénographier finalement à travers les ajouts qu'on proposait. On voit ici une coupe transversale qui, donc à gauche, c'est le boulevard qui se situe ici derrière, qui montre peut-être une intention principale du projet, c'était de libérer le sol, comme je le disais, de poser, en fait, de faire un grand espace au rez-de-chaussée sur une double hauteur qui était l'atelier fer, en fait, en combinaison avec le Fab Lab qui se trouve dans le petit édifice qui existe déjà sur le fond de la cour. Donc finalement, de créer un grand espace où cohabitent le fer, l'exposition et une partie d'atelier qui se situe en mezzanine. Ensuite, un volume supérieur qu'on a vu tout à l'heure, qui était un petit peu un volume fourre-tout, qui permettait en fait, à travers sa double hauteur, de faire énormément de mètres carrés d'atelier, qui, on le verra, aussi un atelier qui a une position particulière puisqu'il est en lien avec les deux bâtiments. Et puis ensuite, une partie en infrastructure qui regroupait les salles de conférence et la matériothèque, qui était là aussi envisagée comme un espace de transmission de connaissances, donc pas simplement un auditoire, mais aussi un espace polyvalent pour pouvoir questionner notamment des questions de matière. Alors ici, ça c'est des exemples que tous les architectes connaissent, mais ça mettrait un peu en valeur l'idée et l'esprit du projet. Donc essentiellement de pouvoir faire un bâtiment outil, donc un bâtiment au service d'un usage, très polyvalent à l'image de cette grande halle, mais qui peut aussi se transformer assez facilement en différentes configurations. Et puis ça, c'est la coupe de l'autre côté, donc une coupe transversale qui montre le même espace, mais dans l'autre sens, où on voit en fait de nouveau le grand vide central qui permettait aussi de regrouper à travers des vis-à-vis en fait l'ensemble des ateliers qui sont disposés sur les deux ailes existantes, et puis de créer en fait un grand espace continu qui relie donc la toiture existante, la nouvelle boîte suspendue et une extension en toiture qu'on proposait à gauche. Là, ce qui nous intéressait, c'est aussi de pouvoir essayer de créer une forme de synergie entre la recherche, la bibliothèque qui se situe à gauche, dans le volume sous voûte, des ateliers qui se situent donc dans l'espace central et d'autres ateliers existants à droite. De sorte, de nouveau, de positionner la question de la recherche et la question de la bibliothèque comme un outil essentiel dans la façon de faire l'architecture. Et en partie en infrastructure, donc plutôt une toute autre ambiance, dont on voit ici deux images de référence. Ici, ça c'est plutôt des images de door zone, avec lesquelles on a travaillé pour plutôt les aménagements intérieurs, qui proposaient une série d'appropriations à l'échelle mobilière, qui montrent un petit peu l'esprit du grand espace qu'on ajoutait donc au-dessus de la cour. Voilà, je vous remercie. Merci Adrien. Donc si je résume, comme tu l'as répété souvent, continuité des sols était chez vous
voilà, un élément très central dans le projet. Pour cela, vous gardez le vide et vous construisez, pas sur les rez-de-chaussée, vous le laissez vraiment libre. Vous essayez de faire presque rien, justement, pour continuer ce sol. Et puis, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de peut-être essayer de voir en quoi il y a une synergie entre recherche, bibliothèque, atelier de projet. Il n'y a pas quelque chose qui va les diviser sur plusieurs bâtiments, mais vous essayez de les ramener dans un seul geste. On continue avec la troisième constellation, qui est une constellation multiple. On va voir si on peut avoir... Ah, il y a encore des slides. Tu veux encore dire quelque chose? Non. Yes. Constellation multiple par Moto, Laboratoire et Baumans de Fait. Alors, Moto, agence parisienne, fondée en 2003 par Gilles Delalex et Yves Moreau. Un bureau qui est intéressé aussi par ce qu'on appelle, ou qui fait de la recherche sur l'infrastructure de la modernité et qui essaye quelque part de les impliquer, ou de les appliquer dans leurs projets. Baumans de Fait, fondé en 99, je dois dire ici, par Arlette Baumans et Bernard de Fait, basé à Liège. Une pratique architecturale de longue date qui combine l'enseignement de projet. Arlette Baumans a, jusqu'en 2010, si j'ai bien noté les choses, enseigné à Saint-Luc, et Bernard de Fait encore toujours à la faculté d'architecture de l'Université de Liège. En tout cas, ça, c'est les infos que j'ai trouvées. Et puis, Laboratoire, Arnaud, bienvenue ici, fondé par Florence, Jacques, Morgane Delvaux, Maxime Faniel, je le dis bien, et donc Arnaud de Francesco, tous diplômés en 2015 de la faculté d'architecture de Liège, agence basée ici à Liège et impliquée aussi dans l'enseignement ici à la faculté. À toi la parole. Bonjour à tous, on est ravis d'être ici pour vous présenter notre projet avec Baumans de Fait et Moto. Je tiens également à remercier les bureaux d'études avec lesquels on a travaillé, notamment le bureau aussi Partners pour la stabilité et MK Engineering, qui ont une contribution assez importante sur le projet. Alors, vous connaissez tous le site qui se situe entre les coteaux de la Citadelle et le fort de la Chartreuse, qui bénéficie d'une position assez privilégiée en Outre-Meuse, à la fois parce qu'il est pincé entre le boulevard de la Constitution et la rue Ransonnet, qui propose une double traversée des voies navigables, mais également parce qu'on est dans le cœur historique quelque part de Liège. Ce qui nous intéresse particulièrement dans la situation et qui va aussi influencer le choix de l'implantation, c'est le fait qu'on est sur un site partagé entre 3 acteurs, la faculté d'architecture, l'ESA et également le Manège Fonck, donc la Fédération Wallonie-Bruxelles. À gauche, vous pouvez voir le site existant qui nous a été donné. À droite, notre implantation, qui est assez simple, somme toute, puisqu'on impose un volume assez compact entre les 2 ailes des ateliers existants. C'est lié à des choses qui ont déjà été dites, mais notamment on travaillait sur un programme ambitieux avec des questions budgétaires qui étaient relativement complexes. Et donc, cette question de transformation et de palimpseste du site, on l'a acceptée, on l'a prise avec nous en acceptant le caractère transformable du site et son évolution potentielle. Et donc, on a libéré un potentiel foncier au nord du site en concentrant l'intervention au niveau des ateliers existants. Quelque part, les deux attitudes qui nous ont motivés à imposer ce nouveau volume, la première, d'adresser quelque part ce premier bâtiment dédié à la pratique architecturale à la confluence entre le boulevard de la Constitution et la rue Ransonnet, donc les 2 axes structurants qu'on a évoqués précédemment, mais également l'intensification des ateliers existants autour d'une pédagogie revendiquée du faire au niveau de la faculté d'architecture. On était assez intéressés dès le concours par cette idée au final de ruines intelligentes qui parle de transformation, qui ne parle pas nécessairement d'un lieu qui est démoli, mais plutôt un lieu en attente, un lieu des possibles où on peut très vite imaginer différentes appropriations de ces lieux.
Et donc c'est exactement ce qu'on a fait au niveau du projet en imposant quelque part un complément aux 2 ailes d'atelier qui quelque part tranchent avec les dispositifs existants qui sont plutôt en fermeture par rapport à la relation qu'ils entretiennent à la ville quand on peut voir les cages de circulation existantes, en imposant une circulation transversale qui, elle, va ouvrir complètement la relation ville-campus, et en même temps en proposant un dispositif de 10 colonnes trémies qui vont à la fois performer d'un point de vue structurel, mais également d'un point de vue des énergies, puisqu'elles vont nous permettre de dispenser tous les flux nécessaires pour les grands plateaux libres de 500 mètres carrés. Voilà en coupe de quoi on parle, donc cette flexibilité à travers cette grande ruine, qui peut, comme vous le voyez, accommoder différentes dispositions. On peut très facilement imaginer séparer les espaces, on verra ça ultérieurement à travers le programme. Pour complémenter quelque part ces colonnes trémies, on va avoir un dispositif en façade, et c'est plutôt cette dimension qui nous intéresse dans la matérialité que la dimension du matériau lui-même, mais la question de performer en fait au niveau, d'ajouter des matériaux qui peuvent en fait aider le bâtiment à se développer. Et donc dans ce cas-ci, en guise de complément par rapport à cette grande structure capable et aux colonnes trémies, on impose un système de mur trombe en un poste qui va permettre de préchauffer l'air pour le dispenser vers les ateliers ou l'évacuer si celui-ci n'est pas nécessaire. Structurellement, on est également dans une forme d'optimisation où on cherche aussi des synergies par rapport aux dispositifs existants, puisqu'on va avoir ce socle commun au niveau bas qui va s'articuler par rapport aux bâtiments existants et à leur niveau de corniche. Et en partie haute, on va retrouver un système qui, lui, va contraster, puisqu'on travaille avec un système extrêmement rationnel de ourdis qui porte sur les 11 mètres et permettent une hauteur maximale des ateliers, permettant d'accommoder des mezzanines ultérieures. Somme toute, la grande figure qu'on cherche à développer, c'est cette notion de seuil entre la ville et le campus, créer cette nouvelle identité, cette interface qui est une sorte de tableau vivant de la ville productive et d'une faculté qui est tournée, comme on l'a dit, autour du fer. Pour enrichir ce dispositif assez primitif, on a agrémenté 2 dispositifs de circulation, un dispositif assez rationnel de Chambord vers la ville, et d'autre part un dispositif qui réfère plutôt à la promenade architecturale complètement ouverte, qui amène l'usager depuis le campus ou la ville à l'expérience de l'ascension à travers le bâtiment, qui conduit jusqu'à cette grande terrasse vers le vide urbain, qui lui-même amène à travers la cascade de circulation une connexion vers les ateliers qui sont connectés entre eux via cette circulation. Donc tout ça, comme on l'a dit, pose des choix, puisqu'on ne pouvait pas construire l'ensemble du programme dès le départ. Comme je l'ai énoncé, on a fait un choix assez rationnel en analysant ce qui était déjà disponible sur le campus pour proposer des espaces complémentaires, les espaces d'atelier qui étaient notamment demandés, le haut-là, la question du fer, donc à travers les ateliers fer, où on a toutes ces machines, ces imprimantes 3D, etc. Et la première chose, ça a été de reconnaître ce grand dispositif existant, puisqu'en fait, on a un niveau commun au R+1 entre les 2 ailes existantes, qui est renforcé dans la coupe par le haut-là, qui va être ce niveau suspendu, on va le voir par la suite, qui connecte l'ensemble de ces ateliers. En partie haute, on a les ateliers, en partie basse, les niveaux représentatifs, donc le haut-là, les ateliers fer. Et enfin, donc le deuxième schéma, qui est peut-être le plus important dans notre proposition, où on prend le parti de suspendre comme un piano nobilet au final ce haut-là, qui devient en fait le point de convergence de l'ensemble des ateliers, les ateliers fer en orange, les nouveaux ateliers et les ateliers existants en jaune, qui quelque part gravitent autour de cette nef centrale et qui permet en fait d'accommoder autre chose que simplement de l'exposition, mais qui permet au programme de percoler les ateliers, voilà, comme vous pouvez voir sur la dia du haut, différentes configurations possibles en fonction d'ajout ou pas d'une mezzanine. Et donc cette obsession de créer une forme de circulation publique à travers le bâtiment, à chaque fois agrémentée de surprises, notamment cette grande terrasse, cette circulation des ateliers qui s'ouvrent également vers des balcons dédiés,
On a cherché cette diversité au niveau du programme. Vous pouvez voir sur cette dernière dia une tentative d'expression de ce qu'auraient pu être ces ateliers. Merci. Merci Arnaud. Si je peux résumer les choses, c'est que quelque part, ce que vous voulez faire aussi, c'est ajouter une couche dans une temporalité très longue, une temporalité longue qui permet de penser le projet au-delà de son histoire et de sa réalité, par un projet pour la ville, tout d'abord, ça j'ai bien entendu, avec une identité bien forte, tournée autour du faire, et d'où l'idée de superposer les différents espaces dans un bâtiment tour presque, qui crée avec la circulation publique un ensemble. J'ai bien résumé les choses, je trouvais que ça c'était les points les plus importants. On passe, parce que le temps il va vite, on passe à la constellation Robrecht en Dam et Atelier Cora. Émeric, bonsoir. L'agence de Robrecht en Dam a été fondée par Paul Robrecht en Hildedam en 1975 à Gand et a été rejoint en 2002 par leur fils Johannes Robrecht. C'est une agence avec une très longue histoire, une agence qui en Flandre en tout cas, nous a formés aussi en grande partie par les projets qu'ils ont réalisés et les enseignements qu'ils ont donnés. Des projets de reconversion et de restauration qui sont combinés avec un enseignement, je vous le disais déjà. Paul Robrecht a enseigné pendant très longtemps à Sint-Lucas-Gand et aujourd'hui c'est Johannes qui prend le relais. Alors Cora, l'atelier Cora est un atelier d'architecture basé à Liège, fondé en 2007 par Émeric Marchal. Émeric, tu enseignes aussi ici à la faculté d'architecture de l'Université de Liège et toi aussi tu es à cheval entre la pratique de l'architecture et l'enseignement du projet. Oui, effectivement. Je pense que vous auriez tous préféré que Paul soit ici. Moi aussi. Je vais me lever, ce sera plus facile. Voilà. Je ne vais pas refaire l'histoire du site. Je pense que vous avez compris effectivement qu'on travaille dans un site qui a beaucoup de personnalité, qui a beaucoup de présence, dans ce très beau dessin de Paul qui a été fait pour le concours. Je tiens aussi à remercier les partenaires, aussi bien NEC, A+ Concept et ATS. La relation avec le bureau Robrecht en Dam a été formidable. C'est une expérience incroyable que j'espère renouveler. Hop. Outremeuse, donc Paul dessine beaucoup. Donc Outremeuse, donc c'est le fait de comprendre un peu le site. Bon, on est venu se promener souvent, on est allé boire des bières aussi et se promener dans le site, mais c'était très intéressant de comprendre justement ce site et moi de pouvoir le faire parcourir. Lui et Berthe et Johannes et d'autres, donc le faire parcourir sur le site, c'était vraiment très intéressant. Mais effectivement, on avait un peu la même... Ce qui m'intéressait chez eux, c'était aussi d'avoir leur regard neuf par rapport au site, que moi je connaissais pour le pratiquer depuis une dizaine d'années. C'était justement d'avoir ce regard qui m'intéressait. Bon. Un plan de la ville qui permet simplement de situer des éléments remarquables qui sont principalement des bâtiments que vous connaissez tous. Les voies de transport, les cheminements, ça veut dire que l'université ici, dans l'université et la caserne de Fonck, se font vraiment dans une sorte d'organisation de la ville qui permet justement de bien comprendre la situation du lieu. La situation existante que vous connaissez aussi. Et alors il y a eu un choix un peu radical de se dire tiens, il y a une somme d'argent qui est proposée, qui est manifestement pas suffisante pour la programmation, et on décide que Saint-Nicolas ne passera pas très souvent, et d'organiser le projet en une fois, d'organiser les choses, de dire qu'on va faire un projet qui va absolument ne pas toucher au site existant, en sachant que l'université avait déjà dépensé beaucoup d'argent pour la rénovation, avec une certaine qualité. On touche à rien ou presque rien, quoi. Quelques constats. Cette enceinte très forte qui est caractérisée par la caserne, effectivement, est très peu poreuse, donc c'est vraiment une enceinte qui est très peu étanche justement au quartier. Et le site est peu traversé ou pas traversé, donc on trouvait un intérêt comme de pouvoir se promener dans le site. Alors il est ouvert la journée, mais peu traversé par les riverains ou par les citoyens. Et les îlots sont diffus, donc un peu comme le constat d'autres bureaux. On se rend compte, je suis peut-être devant la télé, je suis désolé, on se rend compte effectivement que les îlots sont très ouverts et très diffus et peu concentrés. Voilà.
Et l'idée aussi, c'était d'avoir une volumétrie qui permet de faire une nouvelle entrée à l'ensemble du site, qui permet justement aussi de faire une entrée à l'école Saint-Luc, qui nous intéressait vraiment, c'était de pouvoir faire un vrai lien entre les deux écoles, entre les deux facultés. Sur la coupe paysagère du dessus, on voit alors justement ce petit carré bleu qui va justement, lui, travailler avec une relation avec les éléments hauts qui sont sur le site, aussi bien le baloir que les tours de logement, et faire en sorte de retrouver comme ça une forme de point d'appel ou de signal. Je sais bien qu'on n'aime plus ces mots-là comme architecte, mais de dire, tiens, effectivement, il y a quelque chose qui se passe là derrière cette muraille qui est la caserne Fonck. Quelques photos de la maquette. Effectivement, il y a une forme de radicalité du projet, de se dire, tiens, on concentre l'énergie sur une seule intervention et on essaie d'y mettre tout le programme en une fois. Qu'est-ce qu'on essaie de faire sur le site? Donc le travail sur le site a vraiment été très important et très long. L'idée, c'est de faire un jardin, quoi, et de faire en sorte que ce jardin puisse être traversé. La situation existante montre qu'il est peu traversé ou peu utilisé. La deuxième dia à droite, tout au-dessus, on voit effectivement que la présence de ce seul bâtiment permet de hiérarchiser les vides, de dire tiens, qu'on a une zone d'entrée, qu'on a cette aula extérieure qui est en dessous de notre proposition, des cours qui commencent à avoir une forme de qualité et un grand jardin qui permet de rassembler l'ensemble du projet, de la faculté et de l'ESA. En dessous, on voit justement que ces parcours peuvent être multiples, on va essayer de les favoriser, et en fait, le projet devient une forme de centralité pour l'ensemble du site et pas seulement pour la faculté d'architecture. Un jardin, beaucoup de dessins ont été faits sur ce jardin qui nous tenait vraiment à cœur de se dire tiens, comment est-ce qu'on peut revisiter l'ensemble, faire en sorte que ce jardin devienne un élément principal du projet. On propose de déplacer les conteneurs, de les réaligner sur la gauche de la caserne, qui est une forme de centralité qui s'y replace, donc on y remet l'administration et on essaie de mettre tout le programme dans notre nouveau projet. Au rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée est libre, quelques colonnes et quelques murs, la cage d'escalier et l'escalier extérieur qui permet de nouveau de recadrer l'ensemble. Les ateliers fer sont au rez-de-chaussée, dans les auditoires au plus au nord, et le jardin devient la continuité de ces ateliers. On ne va pas rentrer dans le programme très précisément, mais en fait l'idée c'était vraiment d'avoir ce rez-de-chaussée qui permet de libérer les espaces, de traiter très légèrement le bâtiment existant pour des questions techniques de continuation d'utilisation du bâtiment pendant la construction, et de venir y mettre les ateliers fer au rez-de-chaussée. Au premier étage, on a le projet, c'est une grande grille comme ça. Au centre, on a le grand auditoire, et autour de ça, une sorte de constellation de bureaux et de lieux appropriables pour les étudiants ou les enseignants. Vous voyez une coupe ici. On perçoit justement le déplacement des conteneurs et justement l'idée que vraiment le rez-de-chaussée soit tout à fait libre, que ce soit comme si le sol coulait justement, continuité des sols pour dire ce qu'on a dit tout à l'heure, effectivement, et d'avoir cette eau-là qui vient en dessous du bâtiment. Cette eau-là qui est vraiment principalement positionnée à l'entrée du site, qui permet justement de faire la relation entre les deux instituts. On voit la coupe, donc l'idée c'était aussi d'avoir premier et deuxième étage qui était plutôt dédié aux cours théoriques, avec la bibliothèque d'architecture, toute une série de classes et cette centralité avec cet auditoire qui peut se fermer ou s'ouvrir. Sur les étages du dessus, plutôt 2 plateaux de 2 étages chaque fois pour des ateliers. On voit pas très bien, mais il y a des passerelles qui relient de manière très légère l'ensemble des bâtiments existants, qui permet qu'avec un seul ascenseur et une seule circulation verticale de relier l'ensemble du site. Quelques très beaux dessins de Paul qui permettent justement de comprendre l'implantation et une forme de radicalité justement d'implantation du projet. On voit depuis le bureau de la Constitution ou depuis justement le site. De manière un peu plus précise mais rapide, je sais que le temps est compté. Au niveau du plus 1, on a parlé du rez-de-chaussée, du plus 1, justement, on voit justement cette centralité de cette nouvelle grille qui permet justement d'accueillir une fonction qui est plutôt ici un auditoire, et autour de celui-là, on retrouve effectivement du rangement, mais aussi des bureaux, toute une série de fonctionnements. Tous ces fonctionnements, toutes ces nouvelles fonctions sont agrémentées de terrasses et de passerelles qui permettent de relier le bâtiment existant. Une mezzanine qui permet d'y glisser la bibliothèque plutôt architecture, et aussi de pouvoir rejoindre le plus 2 de la rue de la Constitution, boulevard Constitution.
les étages suivants, on a fait justement plusieurs scénarios, c'est-à-dire travailler chaque fois en duplex. Ces duplex sont construits pour pouvoir chaque fois avoir une forme de zone centrale qui permet de donner cours à une grande quantité d'étudiants et puis de se replier de manière plutôt subtile ou plutôt douce dans les coins du projet. Le projet, lui, complété par la toiture qui devient une sorte de grande terrasse technique sur lesquelles on vient déposer tous les éléments techniques qui permettent aussi aux étudiants de pouvoir comprendre ce que c'est les techniques. Cette terrasse permet d'avoir des vues sur la ville, de faire des relations paysagères et d'avoir des vues sur les coteaux. C'est peut-être le symbole principal du projet. Bleu du ciel. Paul me l'a dit 100 fois, je crois. Bleu du ciel. La maquette qui est exposée ici permet justement de comprendre. À gauche, on voit la structure en béton. C'est important de travailler. On a vraiment travaillé avec Laurent Ney, c'était vraiment très intéressant. Et cette structure en béton, sur chaque demi-niveau, c'est une structure en bois qui vient s'y glisser légèrement, qui permet peut-être aux étudiants de s'approprier le lieu, de venir refermer, ou en tout cas dans le futur, de refermer des mezzanines, de pouvoir augmenter la quantité de mètres carrés. Les parois sont en ossature bois, qui permet justement de travailler avec des matériaux faible carbone, et alors une brique collée bleu vernissé permet justement de contraster entre une forme de radicalité du projet et une forme de douceur de teinte, et de pouvoir sortir justement le nez au-dessus de la caserne avec douceur. Voilà. Merci. Merci pour ce projet jardin, parce que ce n'est pas juste un projet tour, c'est surtout aussi un projet jardin, nouvelle entrée sur la ville, un travail peut-être aussi sur la perméabilité des sols, je trouve très intéressant. Peut-être faire un pas de côté vis-à-vis du déjà là, pour permettre le déjà là qui existe et y ajouter un autre bâtiment. Ne toucher quasi à rien. Ça, c'était les paroles ou les mots que tu avais utilisés pour commencer. Reste à m'introduire la dernière agence, agence lauréat du concours, Office Kersten Geers, David van Severen. Office est une agence basée à Bruxelles, fondée en 2002 par Kersten Geers et David van Severen, et depuis 2018, Jan Leenaerts est devenu partenaire dans votre agence. Vous travaillez sur des projets qui pensent l'architecture plutôt à partir d'une culture, une grande culture, qui va lier l'histoire de l'architecture, mais aussi l'histoire de l'art, et peut-être regarder à partir de certaines typologies dans l'histoire de l'architecture, comment améliorer l'environnement humain. L'agence combine la recherche, l'enseignement et votre pratique. Et en ce moment, si mes recherches sont bonnes, Kersten, tu vas surtout me corriger. Vous travaillez en ce moment à l'Académie de l'architecture de l'Université suisse-italienne à Mendrisio et encore toujours à Harvard, où vous enseignez le projet d'architecture, mais ce sont aussi des pratiques comme vous tous qui alimentent quelque part le travail dans l'agence. Voilà, Kersten, à toi. Merci Véronique. Je dois quand même dire, c'est un projet que David et moi, David qui est aussi ici, notre équipe, Hugo notamment, mais on a travaillé beaucoup avec Barbara van der Wee pour faire ce projet, je pense que c'est important. Donc c'est à la fin aussi un projet de dialogue, j'ai besoin de ça. Merci. Barbara van der Wee, bien sûr aussi Bollinger Grohmann et Seka. Comme chaque projet que j'ai vu, et c'est fascinant aussi bien sûr, et c'est même un peu étrange de proposer ou de montrer notre projet pour ici, dans cette merveilleuse salle, le manège, après de voir tous ces super projets de nos collègues. Et je vais essayer de quand même le faire un peu court, parce que je pense beaucoup des sujets, beaucoup des éléments sont partagés. Et court, peut-être c'est le mot. Pour nous, la cour, cette cour-ci, ici à côté, était vraiment clé, je pense, de notre projet. C'est-à-dire redécouvrir, et maintenant je comprends que vous n'êtes pas le seul de redécouvrir ce cours, mais ok, de toute façon, de aussi redécouvrir cette cour.
potentiellement merveilleuse, en cherchant aussi un lien avec la rue ici à côté, la ville, et de faire une sorte d'ensemble de bâtiments beaucoup plus accessibles, beaucoup plus ouvertes. Donc là, de nouveau, je pense, des éléments absolument partagés. Et surtout aussi pour nous, cherchant une sorte de modalité, une manière de trouver une sorte d'échange direct entre étudiants et cette cour, entre étudiants d'architecture avec l'étudiant de l'art, bien sûr, avec la manège aussi, mais aussi avec cette cour végétalisée future. Donc ça, pour nous, c'était important, ce 1200 étudiants qui vont utiliser ce bâtiment, leur atelier, leur lieu de travail, comment leur faire un lieu qui est vraiment qualitatif, qui n'est pas une grande boîte quelque part fermée, mais qui est vraiment un espace avec des murs, bien sûr, mais aussi, comme vous l'avez vu ici, une vue sur la cour. Donc, si j'utilise ces trois points de référence, des éléments de Véronique, je pense, et de nouveau, bien sûr, quand on parle de la historie du site, on parle de la caserne. Pour nous, ce qui était important, et c'était déjà mentionné par nos collègues, donc ici on parle d'une caserne, mais à la fin, c'était pas la caserne au début, c'était une église, après un monastère, maintenant plus une caserne, une sorte de cluster d'éducation. Et ce qui est peut-être intéressant plutôt, c'est de comprendre que c'est toujours quelque part couche après couche. On enlève les bâtiments, on change des bâtiments. C'est une sorte de partie d'une ville, Outremeuse, vivante. Et pour nous, c'était très important de pouvoir avoir encore le pouvoir d'ajouter un bâtiment qui a une même fierté, quelque part, que tous les bâtiments qui sont déjà ajoutés dans l'histoire de ce site. Donc en disant d'ajouter quand même cette dernière couche, peut-être pas la dernière, mais aujourd'hui encore une couche d'un bâtiment, des bâtiments, des figures simples, comme tous les autres bâtiments qui ont fréquenté, qui sont en train de fréquenter cette grande site incroyable. Donc là, je pense, donc l'histoire, donc une histoire de différentes couches, de différents temps de cohabitation. En même temps, si on parle de pédagogie, je pense tisser, c'est pour nous le mot. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a manière? Bien sûr, l'école d'architecture va être très présente. Ce sera un grand bâtiment. Chacun de ces projets que nous avons présentés ici sont des grands bâtiments. Donc, est-ce qu'il y a manière d'utiliser ce bâtiment quelque part à tisser tous les morceaux de ces casernes actuelles? Pour nous, c'était donc important de pouvoir disons, dialoguer avec les bâtiments qui sont déjà là, avec la cour, mais aussi de chercher une sorte de typologie simple, une sorte d'étagère, si vous voulez, pour les ateliers, pour le travail, parce que, bien sûr, les étudiants y habitent presque. Nous sommes aussi des étudiants, des étudiants, nous sommes des enseignants. C'est là où tu habites, c'est là où tu es tout le temps. Donc, cet espace qualitatif. Donc, là, plutôt chercher deux typologie très simple au début, donc c'est-à-dire la barre, cette étagère et la hall. Et dans le futur, chercher quand même avec l'introduction d'un learning center, avec la repensée des différents pavillons autour de la cour, comment donc urbaniser, réurbaniser, réorganiser avec tout le pouvoir que nous avons de l'architecture, mais cherchons des relations avec l'école d'art, avec la manège, réorganiser quelque part cet échange autour de ce cours. Donc, vous le voyez ici. Donc, bien sûr, un bâtiment comme ça, et dans notre cas, c'est un bâtiment très épais, mais long. Comment donc l'utiliser dans son propre qualité? Donc pour nous, c'était vraiment chercher à faire un bâtiment qui force la ventilation naturelle, qui va être construit d'une manière, disons, hybride, bois et béton, mais aussi avec une sorte de logique de béton surdimensionné, donc pour éliminer au maximum l'acier qu'on va utiliser. Au même temps, bien sûr, c'est chercher là les moments où les bâtiments se touchent pour avoir des espaces tampons.
Donc, brièvement, et troisième point, et après je m'arrête. Donc, ici, vous voyez déjà des images un petit peu de ce qui a se passé après, les derniers mois, disons. C'est de construire un bâtiment en dialogue avec tout le monde ici. On était très, très contents de pouvoir parler ensemble et échanger. Et voilà, on a de nouveau ce bâtiment qui n'a pas fortement changé, mais qui est encore un peu plus léger, plus étagère, plus ouverte, plus typologique, et bien sûr un résultat d'un dialogue entre nous, un dialogue qui se continue. Merci beaucoup, je pense que c'est ça. Merci Kirsten. Un bâtiment autour de la cour, comme tu l'as bien expliqué, quelque part qui fait partie d'un micro-urbanisme, quelque part pour le site. Vous avez merveilleusement bien fait tout ça, je dois le dire, parce qu'on a commencé avec du retard, etc. Et je me suis dit, on ne va plus avoir de temps pour le débat. Mais je regarde Lisa et je pense qu'elle m'accorde encore un peu de temps pour quelques questions avant d'ouvrir peut-être à la salle, avant qu'il y ait peut-être des questions de vous. Moi, j'en ai 4. Comme ça, vous préparez déjà vos questions à vous si vous voulez. Une première question qui m'intéresse moi personnellement, aussi moi dans l'enseignement que je fais à Lille avec les étudiants dans le studio Spolia où on travaille sur la question du déjà-là et la manière comment on peut finalement intervenir dans ce déjà-là. Kirsten faisait référence aux couches. Je pense tout de suite à cet architecte autrichien, Hermann Scheck, qui a écrit un super beau petit texte en 1989 qui s'appelle Umbau et qui dit que peu importe le projet, si c'est la transformation d'un bâtiment existant ou même un projet neuf, il ajoute tout simplement une couche à un déjà là. Et que donc nous, dans nos agences, avec les projets pour la faculté, on a tout simplement ajouté une couche. Je pense que tout le monde était plutôt d'accord sur cela et que tous les projets s'orientent vis-à-vis de ce déjà-là. Alors la question est la suivante. De quelle manière, finalement, on peut apporter cette couche ? Est-ce que c'est une couche qui est très identitaire et qui va se manifester avec une identité propre ? Est-ce que c'est une couche qui va plutôt être en retrait ? Ou est-ce que c'est une couche qui va même être dispersée pour révéler le déjà-là sans que la nouvelle couche va être visible ? Je pense que là, dans les 5 propositions qu'on a entendues ce soir, il y a des différences. Et j'aimerais bien voir si vous n'avez pas envie de nous faire sentir un peu la manière comment vous-même vous vous êtes dit à l'intérieur de votre agence, ou des constellations de travail, voilà de telle manière... Nous, on pense que la faculté, le nouveau bâtiment de la faculté d'architecture devrait se positionner. Comme il n'y a jamais quelqu'un qui veut tout de suite prendre la parole, je peux aussi indiquer des personnes. Kirsten, tu veux d'abord réagir ? Non, c'est pas nécessaire. Mais, oui. Non, mais je voudrais tout simplement dire, mais c'est mon observation, je pense qu'à la fin, on est tous plus ou moins dans le même, le même côté ici quand je vois ces 5 projets. Donc là, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est bien sûr vrai qu'il y a des projets qui sont longs, il y a des projets qui sont concentrés, mais il n'y a aucun projet qui a essayé de, faire survivre des bâtiments et après être disparu. Je pense que chaque projet est assez présent, chaque des 5. Et je pense que c'est quelque part aussi conséquence du site. C'est un site qui est au même temps historique et au même temps pas vraiment historique. C'est-à-dire c'est une histoire on peut pas dire « Ah, c'est là l'histoire du site, on va aller retourner là-bas. » Parce qu'on peut pas pointer où c'était. Donc, parce que c'est des couches sur des couches sur des couches. Et après, et voilà, donc on doit ajouter quelque chose. On peut pas faire un faux historisme parce que l'histoire est floue. Je suis d'accord, c'est ça, pas que j'ai voulu dire, mais je pense que quand on regarde les projets, il y a le projet Robrechtendam Cora, c'est plutôt jardin et un seul bâtiment qui est délicatement posé à l'intérieur d'un site et qui essaye, avec des petites passerelles, de se relier. Il y a le projet de Altstadt qui est, on va disperser un nombre de bâtiments sur le site et on va essayer à partir d'une infrastructure non dessinée de se rendre présent. Ou encore le bâtiment moto-laboratoire Bouwmans de Vee, plutôt une Porsche sur la ville avec une identité forte qui veut une présence,
ou encore Adrien, Baukunst et Dorzon. À un moment donné, vous expliquez dans le projet qu'il y a peut-être aussi un site monomatière et donc on a besoin d'une intervention spécifique. Donc oui, peut-être tout le monde a essayé de se montrer, mais sous différentes manières. Est-ce que vous voulez réagir ? Je pense que une des qualités du site, mais aussi de la procédure et de la façon dont on a tous agi, c'est que on a dû interpréter une histoire, mais qui est une histoire urbaine en fait, qui est l'histoire d'un site. Et la différence entre les différentes propositions, j'ai l'impression, c'est quelles histoires, enfin, qu'est-ce qu'on va retenir en termes de structure et quelle est la nouvelle structure urbaine en fait. Enfin, je pense qu'après les décisions architecturales, finalement, elles viennent un petit peu plus tard. Et l'opportunité du concours, du sujet, c'est de nouveau de non pas nécessairement parler d'architecture, mais parler de la façon dont cette caserne va vivre demain, la façon dont ces espaces, en fait, vraiment d'essayer d'engager cette dimension particulière du site. Et donc, dans le projet que vous avez proposé pour le concours, c'était clair que cette ouverture sur la ville, dans cette continuité de l'espace public, était presque primordiale dans les choix que vous avez faits par après ? Oui et non, parce que je pense qu'il y a, par exemple, si on regarde différentes propositions qui sont faites, il y a des options qui ouvrent le site sur la rue Ransonnet. Il y en a d'autres qui ne le font pas. Nous, on a plutôt pris le parti de ne pas ouvrir parce qu'on pensait que c'était plutôt une qualité de garder en fait une entrée principale plutôt que d'essayer de retravailler parce que la porosité, là où on pouvait aller en chercher. Voilà, ça, je pense, c'est des attitudes un peu différentes. Nous, ce qui nous semblait assez important, c'est de toujours conserver en fait cette structure, un peu cet ADN du site, qui vient pas nécessairement des architectures, mais qui vient de ce système de cours ouvertes, cours fermées, etc. Émeric ? Oui, je suis assez d'accord avec Adrien. Effectivement, en fait, je pense que chaque attitude peut être colorée par le projet qu'on nous demande aussi. Donc, je pense qu'on pourrait très bien avoir une attitude qui est tout à fait différente dans un site différent, un programme différent. Mais ici, il y avait quand même une grande quantité de mètres carrés à ajouter. Donc, partant de là, effectivement, mais il y a, comme on l'a dit, plusieurs l'ont dit, effectivement, la qualité du site était vraiment très présente et le fait de pouvoir, et on partage à mon avis des mêmes vues, de dire, tiens, effectivement, il y a une entrée principale, comment est-ce qu'on peut faire venir ces 2000 étudiants tous les jours à un endroit précis, de dire, tiens, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les choses se partagent, évidemment, parce que pour le moment, c'est très, très, très distinct, et je trouvais que c'était vraiment intéressant, ça. Alors, oui, agir, effectivement, et nous, on a fait une proposition d'essayer de concentrer l'énergie à un endroit en essayant de respecter. En fait, c'est peut-être parfois une attitude, ça vient aussi d'une forme de travail fin sur la programmation ou sur des budgets qui font faire des choix. C'est parfois quelque chose qui n'est pas une idée formidable, c'est parfois ce travail fin de compréhension, de se dire, tiens, effectivement, quand on commence à comprendre finement les choses, parfois on réagit ou on agit d'une manière ou l'autre. Voilà. Mais vous avez pris un emplacement sur le site qui est complètement différent de certains d'autres. Donc ça, c'est un choix finalement. Après avoir senti le site, etc., vous vous êtes dit, on va plutôt se mettre à cet endroit-là. Parce qu'il nous semblait plutôt symbolique de se dire, tiens, on peut entrer en dessous de cette grande toiture qui va faire 20 mètres sur 20 mètres et de pouvoir faire en sorte que ça devienne un lieu, quoi. Et en fait, ça permettait aussi pour nous de restructurer les jardins avec des tailles de jardins qui étaient plus à l'échelle plus de la caserne et du cheval, mais plutôt justement des êtres humains et des piétons. C'était ça qui nous intéressait au départ. Voilà. Steven, dans votre cas, vous avez choisi de ne pas construire un seul bâtiment, mais d'en avoir deux, et donc de disperser quelque part sur le site. Est-ce que c'était dans l'idée de créer plusieurs espaces publics, plusieurs cours, plusieurs jardins et d'accentuer comme ça les va-et-vient ? Je pense que c'est plutôt l'inverse. On a fait cela pour des différentes raisons, des différentes pratiques aussi, des raisons pratiques, des raisons de budget, des raisons de phasage, mais surtout pour affirmer cette forme de cours qui est là, mais qui est un peu latent, qui n'est pas super clair comme espace limité. Et donc, de positionner ces deux, de disperser dans deux pôles, fait que cette cour est activée de tous côtés. Ça, c'était une des raisons. L'autre
chose qu'on a trouvé très intéressant dans ce projet, parce que en effet, dans chaque projet, c'est différent et l'attitude vers l'existant est aussi différente. C'est que comment cette nouvelle ajout peut en fait changer le fonctionnement de ces bâtiments. Et je parle maintenant de bâtiments des ateliers dans ces deux casernes en fait, qui sont très impressionnants, mais qui sont peut-être pas idéales d'un point de vue un enseignement moderne d'architecture. Et comment on peut introduire un nouvel bâtiment qui laisse ça intact, mais qui le reprend dans une nouvelle logique, un nouvel ensemble. Je vois qu'Arnaud veut aussi réagir, mais je passe à la deuxième question, comme ça tu peux peut-être intégrer la réponse à la première. Deuxième question, comment concevoir une école d'architecture ? Parce que c'est quand même un concours assez rare, même si on a eu la chance d'avoir tellement de projets en Belgique ces dernières années, mais aussi un concours assez particulier. Je pense que Karsten le mentionnait déjà un peu dans sa présentation. On a tous été étudiants dans une école d'architecture. Moi, j'étais dans un château au dernier étage à Leuven, qui n'était pas conçu du tout pour être faculté d'architecture. On a tous fréquenté ces lieux. On est presque tous aussi enseignants dans des lieux. Donc, on a aussi pratiqué à partir de l'autre partie du rôle entre enseignant et enseigné. Et puis, on a cette mission, enfin vous avez cette mission de concevoir un bâtiment qui va témoigner quelque part d'une pédagogie. Question quand même très complexe, très challenging quelque part. Dans les petits entretiens qui ont été faits pour l'exposition que vous allez pouvoir découvrir dans un instant, il y a des petites choses comme ça qui se révèlent. Adrien, tu nous parles de lieux non finis, comme des lieux qui sont emblématiques pour toi dans la conception d'un lieu d'enseignement. Steven et Yann, vous parlez de pas trop confortable, parce que quand un lieu n'est pas trop confortable, peut-être à un moment donné, il va susciter un intérêt pour les étudiants. Moi, je me demandais, donc là, je regarde Arnaud, je regarde Émeric et je regarde aussi Karsten, quels étaient peut-être les meilleurs lieux où vous avez pu enseigner, où vous avez été étudiant, et est-ce que ces lieux-là, ces souvenirs, ces expériences ont pu influencer aussi, d'une manière ou d'une autre, le projet que vous avez présenté? Moi, je ne veux pas toujours répondre premier, mais je peux. Oui, je pense que c'est une question très intéressante parce que c'est très difficile à donner une réponse définitive, malheureusement, je pense. C'est-à-dire, tu as parlé un petit peu de Harvard, de GSD. On était là, David et moi, pour les dernières années. C'est un lieu super architectonique, c'est-à-dire c'est ce bâtiment conçu pour enseigner l'architecture, avec les tables sur des plateaux. C'est assez impressionnant. Est-ce que c'est le meilleur lieu pour enseigner l'architecture? Je ne suis pas sûr. Il y a très peu de bonnes chambres à côté, de bons espaces où on peut faire de pin-up session. Il n'y a pas. Donc, il y a des tables incroyables, la qualité de vie quotidienne, chaque jour, la lumière parfaite. Mais il n'y a pas beaucoup de lieux pour mettre des panneaux, pour montrer ce que tu es en train de faire. Donc, oui, il y a des avantages, des désavantages. À Mendrisio, c'est une école que je pense tout le monde déteste quelque part, le bâtiment. Pas l'école, mais le bâtiment. Mais quelque part, ça marche très bien. Donc, il n'y a que des murs temporaires, improvisés, et quelque part, tu les utilises et ça marche. À la fin, je viens, et David aussi, nous viendrons de l'école de Gand. Hein. On était quelque part, je ne sais pas, 3e roue du département de l'ingénierie. Ils ont trouvé quelque part encore une attique pour enseigner les architectes aussi, hein, un petit peu comme ta tour. Ça a très bien marché. Donc on doit aussi être, je pense, réaliste comme architecte. On peut faire des super endroits, peut-être quelques murs, c'est intéressant, une bonne fenêtre, aussi bon. Des échanges, super, mais être seul, des fois, c'est aussi très cool. Et voilà. Et après, ça change. Les paradigmes d'enseignement changent si vite que construire un bâtiment qui est construit dans 3-4 ans, et peut-être le paradigme n'est déjà pas exactement le même, c'est impossible. Mais en même temps, quand on fait un bâtiment d'architecture, et pour nous, c'était très important pour ce projet-ci,
on construit la culture. Donc on doit montrer la culture du bâtir. Hein? Donc les bâtiments existants, on doit oser encore le modernisme, si on veut, une serre, pourquoi pas. Hein? Il y a toutes les différentes typologies, de notre avis, sont importantes pour faire confronter. Mais ce qu'ils vont faire avec, aucune idée. Amérique, je t'entendais dire oui, 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 au moment où Kerstin parlait du changement de paradigme. Ben effectivement, on conçoit un projet et puis au fait, il prendra vie dans plusieurs années et les choses sont tout le temps en mouvement. Donc l'enseignement de l'architecture est justement en permanence en mouvement. Et pour revenir à la question principale, effectivement, nous, on a appris l'architecture ici à Liège dans un bâtiment qui était en délabrement complet et c'est peut-être le meilleur lieu d'architecture parce qu'effectivement, on s'appropriait les lieux, les ateliers. De temps en temps, on bougeait toutes les tables, on faisait une grande fête. Et puis, c'était pas organisé pour l'architecture. C'est peut-être ça l'intérêt, c'était que c'était pas organisé et on se l'appropriait. Et peut-être qu'il faut garder cette forme un peu une forme de côté jeu, quoi. Et je trouve que ce serait intéressant. Enfin, je trouve que c'est intéressant justement de garder ce lieu qui ne doit pas être trop formé, justement, pour pouvoir accepter les futures générations d'étudiants et d'enseignants. Arnaud, dans le projet avec Muto et Baumans de Fay, vous avez, si j'ai bien compris aussi toute l'explication du projet, vous l'avez vraiment conçu à partir de l'atelier. Atelier qui était dans l'histoire de l'enseignement en France, en tout cas dans l'école des beaux-arts, le fondement de tout enseignement architectural, avec des ateliers à l'intérieur de l'école des beaux-arts et à l'extérieur. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? Alors, nous, donc, on en est venu à cette résolution-là très simplement. En fait, on a fait une espèce d'analyse de différentes facultés d'architecture qui nous ont amené en fait à des ratios aussi par mètre carré disponibles pour des étudiants. C'est hyper pragmatique, mais ça nous enseigne aussi qu'en fait, on était dans des ratios ici qui ne permettaient pas des mutualisations programmatiques. Alors, à partir de là, je pense qu'une des richesses qui est sur le site et dont on en a tous conscience, c'est la diversité des espaces qui sont disponibles pour enseigner l'architecture. On ne pense pas qu'il y a un bon espace ou un mauvais espace dans un processus d'apprentissage. Le fait de pouvoir avoir des ateliers dans des lieux différents, de pouvoir aller à une bibliothèque qui est dans un lieu qui n'est pas du tout prévu pour une bibliothèque, amène des questionnements qui, en fait, positionnent aussi l'étudiant dans une forme de critique face aux espaces auxquels il est confronté. Donc ça, c'est une donnée, je pense, qui est assez intéressante sur le site de la caserne Fonck. Après, voilà, on a tous, je pense, des fantasmes et une obsession en tant qu'architecte de concevoir le meilleur espace possible. Dans notre cas, on pense à des espaces comme Winterthur, où on a ce côté factory, lab, qui est assez intéressant. Mais à nouveau, le projet ici, quelque part, qu'on a proposé, répond aussi à toute une série de contraintes qui ont offert en fait aux différents auteurs de projets des attitudes qui sont toutes très intéressantes, mais où en fait, tu faisais écho précédemment, mais la question du phasage, etc., qui fait qu'en fait, la première question qui vient à partir de la transformation du bâti existant, mais dans le budget disponible, dans l'intégration d'un phasage où on doit garder 100% des étudiants sur site, etc., il y a un pas de côté naturellement qui s'est fait face à des positions de ce côté-là. Mais je retiendrai surtout qu'on a proposé une grande structure capable qui permet, dans un premier temps, pour nous, voilà, de confronter cette pédagogie du faire, mais qui demain pourrait devenir une bibliothèque ou autre en fonction des besoins d'une faculté. Voilà. Très bien. La grande structure capable, je prends ce mot-là parce que ça me ramène à ma troisième question, qui est qui n'est pas vraiment comment concevoir des ateliers de projet, comment penser la pédagogie de l'architecture, mais plutôt est-ce que ce bâtiment, dans un changement de paradigme qu'on est quand même en train de vivre, pose la question de l'enseignement de l'architecture dans le futur. De quelle manière on va pouvoir enseigner et est-ce que ce bâtiment peut, oui ou non, témoigner de ces manières, comment on peut enseigner. Est-ce que finalement le bâtiment peut être une métaphore ou pas d'une manière de penser l'enseignement? J'ai vu et j'ai entendu des mots, j'ai entendu le jardin, j'ai entendu le pôle, j'ai entendu la figure et l'étagère, parce que je prends les mots, Kerstin. J'ai entendu le bâtiment outil chez Baukunst et j'ai entendu l'idée d'une infrastructure qui était présente dans la présentation.
Je voudrais comprendre si ces mots que vous utilisez, c'est des mots juste pour vendre votre projet auprès d'un jury, ou s'il y a une réflexion derrière. Et si peut-être, Adrien, l'idée d'avoir un bâtiment machine, bâtiment outil, hein, est quelque chose qui peut aussi témoigner d'une manière de penser un bâtiment pour la pédagogie de l'architecture. C'est une question compliquée, mais non, moi je suis très sceptique à l'idée, et c'est sans doute ce qui fait la complexité pour un architecte de concevoir une école d'architecture. Je serais assez sceptique à l'idée de l'intentionnalité, en fait, de mettre trop d'intention dans certaines choses, et ça rejoint un petit peu ce que certains disaient aujourd'hui. C'est peut-être la meilleure école d'architecture, c'est pas une école d'architecture justement. Et donc voilà, je pense que d'un côté, on nous demande une série d'intentions, puisqu'on nous demande de faire un projet, donc il faut avoir comme ça des propositions, etc. Et d'un autre côté, je pense qu'il y a beaucoup de projets je pense que c'est peut-être une valeur qui rejoint aussi pas mal de projets qu'on a vus ce soir, c'est où, jusqu'à quel point en fait on met une intention architecturale à travers le projet qu'on propose. Steven, cette intention architecturale chez vous, elle était en retrait, en disant on propose des plateaux, une structure et non peut-être un bâtiment. J'interprète juste? Oui, en effet, c'était la vision. Vous avez aussi dit un bâtiment peu confortable, un bâtiment pas fini aussi. Pour nous, ce sont tous des possibles avantages de notre projet, ou des possibles buts d'un projet, de ne pas offrir quelque chose qui est trop fini. En même temps, on doit être honnête, c'est aussi par tous les temps des autres paramètres qu'on a fait ce choix. Et c'était la question de budget qui était omniprésent un peu. Et en même temps, j'ai la même expérience que Kirsten, par exemple. J'étais étudiant et enseignant à Gand, où on était un peu dans un coin de bâtiment. C'est vrai que ça a marché, finalement, mais est-ce que c'est comme ça qu'on doit imaginer une future école? Probablement pas. Et ce qu'il manque surtout là, c'est de l'espace. Je ne sais pas, peut-être on doit faire une analyse aussi de mètres carrés par personne là. Mais donc, peut-être comme réaction, on a cherché ici de donner le plus de l'espace possible aux étudiants, même dans une deuxième phasage, même comme le bâtiment comme une sorte partielle à bâtir pour des futures générations. Donc, c'est ça la vision. De laisser ouvrir la future. Kirsten, c'est une figure, c'est une étagère, c'est un belvédère, c'est créer une cour. Tu as utilisé plusieurs mots pour définir le projet. Je retiens cette idée d'étagère surtout. Oui, même si je pense qu'on utilise le mot étagère plutôt maintenant, et je me souviens quand on a présenté le projet, on a plutôt parlé de figures, de cours et tout ça. Et la belvédère, desquelles je n'ai même pas parlé aujourd'hui, je me souviens, c'est le premier étage partagé, ouverte, pas défini. Mais ce que je retiens quand même, c'est qu'on a plutôt la même métaphore tous, tu vois. Et donc là, je suis un peu quand même sceptique. Je pense, les mots sont toujours des mots de mode. On doit accepter ça. Et heureusement, l'architecture survit beaucoup plus longtemps que les mots de mode. Donc, si tu expliques un projet de telle perspective ou d'une autre, ce qui est plus important, je pense, c'est qu'il y a une sorte de structure, une sorte de figure, une sorte d'être qui peut être utilisé par des différents groupes de gens dans des différentes périodes de temps. Et ça, étrangement aussi, nous partageons. Donc, je pourrais plutôt dire, je suis assez étonné parce qu'il y a beaucoup des autres bureaux d'architecture. Et quelque part, dans le shortlist qui est ici ensemble, il y a quand même déjà un chemin un petit peu partagé, je pense. Il y a un intérêt à l'urbain,
Il y a un intérêt à la structure ouverte, la structure pas finie, bâtiment capable. Il y a des différentes manières, bien sûr, d'approcher ce sujet. Mais je pense qu'on partage déjà tous les cinq d'équipes. Et il y a beaucoup de bureaux d'architecture qui ne partagent pas ça. C'est déjà ça. Et c'est quand même assez étonnant, je pense. Et ça, grâce probablement aux long list, aux short list, après le jury et tout ça. Je pense, tu fais un projet, et je ne dis pas ça pour être un peu cheesy quelque part, mais tu fais un projet, bien sûr, comme architecte, mais tu le fais ensemble. Il y a le client, il y a l'école ici, il y a le contexte, il y a les voisins. Et ce que je pense est vraiment étonnant, que c'est ici, on a partagé 5 projets qui sont des projets ouverts quelque part. Hein? Et ils sont des projets qui comprennent que le caserne Fonck est quelque part une sorte de dessin pas fini. Et tu ajoutes une couche. Et si la couche est carrée ou longue ou ronde, je ne sais pas, ok, on peut le discuter. Mais à la fin, c'est ce qu'on partage. Et donc là, oui, avec ces métaphores qu'on utilise, on peut dire on ajoute ce couche, et ce couche est quand même une couche contemporaine, même si les goûts sont un peu différents. Les couleurs sont un peu différentes. Ce qu'on partage, c'est qu'on représente une architecture d'aujourd'hui. Avec ces mots, on m'a fait signe que on peut pas continuer avec le débat parce que je pense que le temps qui était disponible est bientôt fini. J'avais une dernière question sur les modes constructifs, parce que je pense qu'aujourd'hui, j'ai enseigné ce matin à la KU Leuven sur la transition écologique dans laquelle on est, avec laquelle on est confronté. Et mine de rien, il y a beaucoup d'étudiants ici dans la salle qui sont aussi intéressés à savoir comment concevoir un bâtiment. J'imagine que ça va être reporté à une des prochaines rencontres autour du projet. Je regarde dans la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question brûlante, importante, urgente à poser à une des personnes qui sont assises à côté de moi? Regarde, sans mes lunettes. Je ne vois... Ah si, il y a une personne. Donc maintenant, il faudrait qu'on essaye d'avoir un micro tout en haut à gauche. Je voulais surtout vous remercier pour la richesse des projets qui nous ont été présentés en cette soirée. Et ça nous donnera, je l'espère, beaucoup de motivation pour la suite de nos projets cette année et les années à venir. Encore merci à vous. Après. Merci beaucoup pour ces belles paroles. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions urgentes, je pense que Lisa a encore quelques petits mots. Ah, peut-être il y a encore des questions? Oui. There is a question, but I hope you don't mind me asking in English. If that's okay for everybody? Okay, so retrospectively, I was wondering if you would have the possibility to change the competition brief, if there would be something that you would have changed, so that there is maybe something where you think it would have been better to intervene somewhere else, which was maybe excluded from the competition, maybe also in an urban context. C'est une très belle question pour ceux qui n'ont pas compris. Je traduis Merci très vite. beaucoup. Donc, est-ce qu'on aurait pu changer aussi la demande, le concours lui-même, la définition du concours en disant, hein, donc c'est une question à vous, est-ce que vous auriez pu dire, finalement, si je pourrais, moi, écrire le concours, j'aurais peut-être élargi le site ou j'aurais peut-être pu admettre telle ou telle approche? C'est une belle question, je trouve. Merci beaucoup. Question, quelqu'un qui voudrait... Vous êtes posé la question, oh dommage, le site il s'arrête là, on aurait pu faire autrement? En fait, je me permets de répondre en premier. Je pense que c'était une compétition très stimulante parce qu'elle a posé aussi toute une série de questions, d'approches, en tout cas sous différents prismes, le prisme du budget, le prisme de la densité aussi du site, etc. La question du phasage. Et donc, il y a eu, de notre côté, et là je parle en tant qu'ancien étudiant, et au final, ça fait pas très longtemps qu'on pratique. Donc, en soi, on a dû accepter le caractère imparfait de la demande. Donc, de ne pas pouvoir, en un geste, tout résoudre. Et donc, d'accepter cette notion de temporalité sur un site qui a une présence extrêmement forte. Donc,
Personnellement, je pense que toutes les contraintes qu'on nous a imposées, si au départ elles étaient peut-être dérangeantes, elles sont devenues en fait des forces de réflexion. Très belle réponse. Oui, je pense, je suis tout à fait d'accord. Alors, Lisa, je pense que la dernière parole est à toi. Tout d'abord, un très grand merci pour cette conversation. Merci Steven, Adrien, Arnaud, Émeric, Kersten pour vos présentations. Un grand merci et pour votre temps et le fait de vouloir venir présenter à nous toute cette diversité et cette multitude en fait de projets. Je pense que c'était extrêmement riche aussi parce qu'en fait, ce qui est important quand même, j'imagine que vous avez tous compris, hein, la question était la même, il y avait 5 réponses différentes, même s'ils sont tous en train de dire qu'ils avaient un peu fait la même chose, c'est pas vrai. Hein. Et donc, moi je crois que pour une approche pédagogique, hein, maintenant je regarde les étudiants, c'est super important qu'il n'y a pas une réponse juste, hein, il y en a plusieurs. Donc merci pour ça déjà. Merci beaucoup Véronique pour modérer ce débat ou cette conversation. C'était très riche d'avoir ces questions-là. Merci aussi pour les questions dans la salle et pour tout le monde d'être là. Je propose qu'on continue la conversation auprès d'un verre qui sera offert juste derrière vous. Et je vous rappelle aussi qu'on a aussi la revue A+, en consultation et en vente au fond de la salle. Merci beaucoup.